Alors, le gaz réel, en physique statistique thermo 3, donc considérer un gaz parfait, c'est équivalent à considérer que la seule énergie du gaz est de type cinétique, donc on néglige en fait l'énergie potentielle. Autrement dit, on considère des particules libres, un ensemble de particules libres. L'énergie cinétique d'une particule étant égale à 1,5 de m fois v au carré, on peut l'exprimer en fonction de sa quantité de mouvement, puisque la quantité de mouvement P d'une particule est produite de sa masse par sa vitesse. Autrement dit, l'énergie d'une particule sera P carré sur 2m. On considère un ensemble de trentaine de particules, on va dire, de même masse. Donc la force entre les deux particules, effectivement, est une interaction décrite par un potentiel, d'accord. Ici, on a considéré sur ce schéma donc deux particules 1 et 2, séparées par une distance r, ok, r étant la norme du module du vecteur distance entre les deux particules. Donc pour deux particules, l'énergie s'écrira simplement P1 carré sur 2m plus P2 carré sur 2m, plus à ce moment-là donc une force d'interaction. Donc si on considère effectivement que par exemple dans le cas d'un gaz, qu'on a un gaz réel non parfait. Okay, cette force d'interaction va être fonction donc de R, qui est la distance entre les deux particules. Donc le module de R1 moins R2, vecteur, exprimé dans un système de coordonnées. Okay, donc par hypothèse, toutes les particules ont la même masse. On va considérer notre système dans l'ensemble canonique. On va donc fixer la valeur moyenne de l'énergie, ce qui caractérise l'ensemble canonique, et on va calculer la fonction de partition, sachant que quand on a effectivement la fonction de partition, on peut accéder à l'ensemble des grandeurs thermodynamiques de notre système. Ok, pression, température, etc. Donc la fonction de partition grand Z pour un système à grand N particules sera donnée comme 1 sur n factoriel, parce que on divise par 1 sur n factoriel, ça correspond au fait que les particules sont toutes identiques, fois l'intégrale, on va intégrer dans tout l'espace, donc en fait l'espace des phases. L'espace de phase est caractérisé donc par l'impulsion donc dq et en fait la position, la coordonnée dp du système. Donc on est en dimension 3, on a n particules, donc on va intégrer sur dp 3n et sur dq 3n, d'accord. On divise par h puissance 3n, puisqu'en fait c'est un facteur de normalisation qui intervient donc dans la fonction de partition, ok. Puisque h est la quantité de volume, on l'avait vu dans une vidéo précédente élémentaire que j'ai faite sur la thermodynamique des fonctions de partition notamment. Donc h puissance 3n, facteur de normalisation. Donc fois, donc on a vu l'expression de l'énergie, donc pour une particule, exponentielle moins bêta fois l'énergie des particules, donc exprimée en fonction des différentes de leur quantité de mouvement, P et de Q, leur position propre. Okay, bêta étant égal à 1 sur Kb fois la température. Donc bêta est inversement proportionnel à la température via l'inverse de la constante de Boltzmann. Donc pour un gaz parfait, on va négliger effectivement donc les potentiels d'interaction et l'énergie va se mettre sous la forme, si on considère grand N particules, P1 carré sur 2m plus P2 carré sur 2m plus jusqu'à Pn carré jusqu'à l'énergie cinétique de la énième particule. On considère effectivement un système continu et notre sommation discrète sur une particule va devenir une sommation continue, puisqu'on considère qu'une particule est un point dans l'espace qui a un vecteur position, un vecteur vitesse, donc un vecteur quantité de mouvement, et elle peut occuper de manière, ces deux vecteurs peuvent décrire l'intégralité de notre espace dans R3. Okay, pour n égale 1, on aura donc E qui est égal à P carré sur 2m. P est donc un vecteur de R3, donc j'ai représenté un vecteur de quantité de mouvement d'une particule. Ce vecteur décrit l'espace de phase tout entier, donc tous les modules sont envisageables. Les particules peuvent avoir donc toutes les vitesses possibles de manière continue. Il en est de même pour l'énergie. Bon, voilà, j'ai mis effectivement en rouge ici une petite analogie avec une corde de guitare en fait qui est fixée à ces deux extrémités, et on peut considérer, si vous voulez, une analogie entre la mécanique statistique d'une corde de guitare continue, puisque les cordes de guitare vont vibrer et vont occuper tous les modes propres possibles. Ça c'en est un, ça c'en est un deuxième, vous en avez un troisième de mode propre possible. Donc tous les modes propres peuvent être occupés de manière continue, d'accord, d'où la discrétisation qui devient une intégrale en fait.
Donc on a par définition la fonction de partition, ça on l'a vu, je vous réfère à une de mes vidéos précédentes sur la thermodynamique, où on a vu que la fonction de partition grand Z pouvait se mettre sous la forme exponentielle moins bêta grand F, donc où grand F représente l'énergie libre de notre système. Ok, on a également ces relations, dF, la différentielle de F, c'est moins la pression dV, ou autrement dit, la pression peut se déduire de l'énergie libre, et donc de la fonction de partition, puisque fonction de partition et énergie libre sont reliées par cette relation fonctionnelle, par la pression est égale à l'opposé de la dérivée partielle de l'énergie libre par rapport au volume. Ok, donc en fait, tout ce qui va suivre, ça va être un peu une recette de cuisine, on va dire, puisqu'en fait, on va dérouler une machine de manière à obtenir une fonction de partition. Et dès qu'on a une fonction de partition, on pourra à ce moment-là euh, remonter à toutes les grandeurs thermodynamiques de notre système. Donc notre fonction de partition s'écrit dans le cadre d'un gaz réel, donc non parfait, dont on ne néglige pas le potentiel d'interaction entre les particules entre elles, puisque donc les particules entre elles vont interagir, va donc être égal à 1 sur n factoriel, particule indiscernale, l'intégrale, donc il y a un facteur 1 sur h puissance 3n, h je vous rappelle c'est la constante de Planck, qui est reliée, qui intervient dans la inégalité de Heisenberg, delta P, delta X est supérieur ou égal à h bar sur 2, h bar étant la constante de Planck réduite, ok. 3n fois dp3n, donc trois possibilités de mouvement pour la quantité de mouvement suivant x, y et z, puissance n puisqu'on a n particules, et on intègre sur dp puissance 3n également puissance n puisqu'on a n particules, trois coordonnées d'espace x, y, z, donc exponentielle moins bêta fois donc notre fonction qui est la somme de toutes les énergies cinétiques des particules, donc chaque particule prise indépendamment ayant l'énergie cinétique pi carré sur 2m, étant la quantité de mouvement, donc qui est directement reliée à la vitesse, par p égale mi, par pi égale m fois vi, ok, plus la somme de tous les potentiels d'interaction entre les particules i et j, pour i étant strictement inférieur à j, voilà. Pourquoi i strictement inférieur à j? Parce que si on considérait sur tous les j, on sommerait deux fois le même potentiel d'interaction, puisqu'on considérerait RIJ et RJI, qui finalement sont les mêmes. Ok, donc, d'où la raison pour laquelle on somme pour tous les I, pour I inférieur à J. Et sur J, on somme également. Ok, donc, deux potentiels d'interaction. On a dit que ce potentiel d'interaction, on va chercher à le modéliser. Donc, il y a des modèles plus ou moins réels, qui collent plus ou moins bien à la réalité en fonction des situations, qui permettent d'exprimer ce potentiel d'interaction qui nous donnera donc l'énergie potentielle de notre système d'interaction en fonction des RI, d'accord? Donc j'ai bien précisé ici que RIJ c'est égal, donc par définition au module du vecteur RI moins vecteur RJ, autrement dit la distance qui sépare nos deux particules. Donc notre fonction de partition, j'ai écrit en bleu en fait le même terme qu'ici, donc pour bien la visualiser. Ok, donc faire intervenir l'ensemble de ces éléments. Ok, effectivement, I inférieur à J pour éviter de compter deux fois la même interaction. Autrement dit, notre fonction de partition peut se mettre sous la forme, on va séparer les variables d'intégration, dp et dq. Donc on va avoir une première intégration sur dp, d'accord. L'exponentielle donc d'une somme, en fait, c'est le produit des exponentielles. Donc on va séparer la partie qui dépend de dp, donc via l'énergie cinétique, la somme dpi dm sur dp. Et on va avoir une autre intégrale, donc multipliée par une intégrale, donc des dq à la puissance 3n, exponentielle moins bêta, somme pour tous les i strictement inférieurs à j, des potentiels d'interaction, d'accord, caractérisés par R et J, la distance entre la particule i et la particule j. Ok, ce terme-là, on va l'appeler grand Q, d'accord. Voilà. C'est un terme qui différencie en fait la modélisation des gaz parfaits et des gaz réels. Donc ce terme n'intervient pas pour les gaz parfaits, puisque par définition même des gaz parfaits, ben, ils sont parfaits, il y a pas, on considère des particules libres sans. Voilà, c'est un modèle qui a bien évidemment ses limites. Hein. Et on va introduire donc cette énergie, on va chercher à la modéliser, ce potentiel d'interaction entre les particules pour les gaz réels. Donc la question c'est quelle est la question intéressante à se poser, et quelle est la limite à ce moment-là de cette fonction de partition pour les gaz parfaits. Alors d'abord on remarque que bêta est proportionnel à l'inverse de la température, puisque bêta étant posé par définition 1 sur kBt, kB étant la constante de Boltzmann, qui est proportionnelle à l'inverse de la température. Lorsque 1 sur T tend vers 0, donc pour des températures très très hautes, que se passe-t-il? Et bien à ce moment-là, on va avoir exponentielle moins bêta fois de la somme qui va tendre vers, donc exponentielle de quelque chose qui tend vers 0, donc ça va faire exponentielle de 0, ça va tendre vers 1. Ok?
Et donc, notre terme Q qui différencie la modélisation des gaz parfaits des gaz réels, qui prend en compte donc le potentiel d'interaction entre nos différentes particules, va donc se mettre sous la forme une intégrale de volume des D3N de Q fois 1, d'accord? Ce terme se tendra vers 1 pour de hautes températures, via ce que l'on a écrit ici. Et donc, si on intègre ceci, on va avoir le volume à la puissance n. Ok? Donc, la limite des gaz parfaits se retrouve pour de très grandes températures. Deuxième cas, lorsque notre volume tend vers 0, eh ben, il n'y a pas vraiment d'interaction. Hein. Dans ce cas limite, on retrouve les gaz parfaits également. Notre fonction de partition s'écrit sous la forme 1 sur n factoriel. Alors, on a intégré directement la gaussienne. Si vous avez des difficultés pour calculer une gaussienne du type exponentielle moins alpha carré, revoyez mon cours sur la gaussienne. J'ai fait une vidéo sur la gaussienne qui date d'une dizaine de jours par rapport à cette vidéo. Donc, c'est vraiment une vidéo très complète et dans laquelle on vous explique comment calculer une intégrale, l'intégrale d'une gaussienne. Donc, en fait, l'intégrale de ceci, c'est égal à 2πm sur h carré fois bêta. Ok, puissance 3 demi puissance n. Le terme Q qui reste le même. Donc, du point de vue théorique, la mécanique statistique, quelque part, est assez easy, hein, en ce sens qu'il suffit de calculer la fonction de partition. Ok, pour pouvoir connaître ensuite toutes les grandeurs thermodynamiques qui en découlent. Mais en pratique, c'est un calcul formel quasi impossible, sauf si on calcule des intégrales de type gaussienne qu'on sait très bien calculer. Je vous réfère encore une fois à la vidéo que j'ai faite sur les gaussiennes. En fait, pour calculer le terme, l'intégrale des dq 3 puissance n exponentielle moins bêta, somme de toutes les potentiels d'interaction entre les particules pour tous les i strictement inférieurs à j, pour pas qu'on double ce potentiel d'interaction, pour pas qu'il soit redondant. Donc, on utilise ce qu'on appelle l'approximation de champ moyen. Okay, alors, l'approximation de champ moyen, c'est quoi? En fait, on va considérer donc que les particules, en fait, on va considérer qu'une particule donc interagit avec les autres. Ici, on a par exemple 4 particules. Donc, on a l'interaction 1-2, l'interaction 1-3, entre la particule 1 et 4, 4 et 3, 3 et 2, entre 2 et 4 qui est modélisée. On va en fait considérer effectivement un champ moyen. Par exemple, sur la particule 1, d'accord, on va donc sommer le potentiel d'interaction entre 1 et 2, au potentiel d'interaction entre 1 et 3, au potentiel d'interaction entre 1 et 4, et on va moyenner donc cette sommation de potentiel d'interaction en disant que c'est une fonction U de Q1. Q1 étant la position donc de la particule 1. Autrement dit, on va approximer à travers un champ moyen qui va s'exprimer en un point de l'espace, d'accord? Donc on moyenne sur l'ensemble des interactions. On aura ainsi une fonction de partition qui va se mettre toujours sous la forme 1 sur n. Donc ça, c'est le résultat de πm sur h carré bêta puissance 3n sur 2, le résultat du calcul de notre gaussienne. Je le répète ici pour ceux qui n'ont pas encore suivi ce terme, voir comment on calcule l'intégrale gaussienne. Bon, je vous le dis tout de suite, je vous donne le résultat. L'intégrale sur R d'une gaussienne de type exponentielle moins alpha x carré, c'est égal à racine de pi sur alpha. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on obtient ça. Ok. Et il nous reste donc notre intégration sur nos variables, nos variables de position, nos variables spatiales, D3Q, exponentielle moins bêta, hein, bêta est égal à 1 sur kBT, donc directement inversement proportionnel à la température, la somme de tous les potentiels d'interaction des particules, et à ce moment-là, on exprime les particules par rapport à leur position QI dans l'espace des phases. D'accord? Ici, en l'occurrence, dans l'espace des phases en position spatiale. D'accord? Donc j'ai réécrit exactement donc l'expression de notre fonction de partition. Ok. Donc cette fonction de partition peut se mettre sous la forme, puisqu'on a n particules, donc l'exponentielle, en fait, l'exponentielle d'une somme, ça va être un produit d'exponentielle. Donc en fait, on va considérer en fait que le champ, l'approximation moyenne de champ moyen est la même, autrement dit U de QI est égal à U de Q, quel que soit QI. Et à ce moment-là, on va sortir le QI de la sommation, et on va avoir une exponentielle moins bêta fois n fois QI. Exponentielle moins bêta n fois QI, c'est exponentielle bêta QI à la puissance n, d'accord? D'où le puissance n qui intervient ici. On utilise les propriétés de l'exponentielle. Bien. Alors, on va avoir la modélisation suivante
du potentiel d'interaction qui va nous donner ensuite une modélisation qui va aboutir effectivement à une fonction de partition et derrière des grandeurs thermodynamiques. Donc on va considérer le potentiel décrit de la manière suivante en fonction, ici c'est x en fait, l'espace des phases. On va avoir un volume occupé par les molécules, ok, avec un certain potentiel, on va dire bulle. En fait, ça sera après un mur infranchissable, mais bon, c'est le volume occupé par les molécules. Et on aura ensuite, à partir d'une certaine distance, un potentiel U bar qui sera l'attraction entre les molécules. Autrement dit, dans ce volume occupé par les molécules, il y a répulsion, et dans ce potentiel-là, à partir de là, il y a attraction. On va donc écrire notre fonction de partition en exprimant l'intégrale de D3Q exponentielle moins bêta UQ, d'accord, sous la forme V moins un potentiel d'exclusion, qui sera ici, fois exponentielle moins bêta U bar, où U bar est l'attraction entre les molécules. Alors, ce volume d'exclusion tient compte bien évidemment de la taille des particules. Effectivement, si on prend des particules qui ont cette taille, les particules ne pourront pas interagir, je dirais, entre elles, pour une raison toute simple. Euh, c'est que effectivement, il y a des forces. En fait, les nuages électroniques des deux particules ne peuvent pas. C'est pour la problématique de l'électron et du nuage électronique. Donc voilà, c'est ce qui explique cette exclusion de volume en fait. Hein, d'accord. Donc, on va exprimer volume exclusion comme étant égal à n fois b. U bar, U moyenné, on va l'exprimer par hypothèse sous la forme moins a fois le nombre de particules divisé par le volume. Et en utilisant ces hypothèses, cette modélisation géométrique, on va dire, de la structure de la matière, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, mais elle est valide dans une certaine approximation microscopique. On va avoir notre fonction de partition z qui va s'écrire sous la forme 1 sur n factoriel de πm sur h carré bêta à la puissance 3 de z sur 2 multiplié par v moins v exclusion puissance n exponentielle moins bêta u bar à la puissance n. On aura ainsi calculé la fonction de partition. Donc on peut calculer à partir de là toutes les grandeurs thermodynamiques qui en découlent, notamment la pression comme étant moins la dérivée partielle de l'énergie libre par rapport au volume, autrement dit qui est égal à 1 sur bêta, la dérivée partielle du logarithme de z par rapport au volume. Je fais ici une petite aparté, pour ceux qui ont un peu des difficultés avec ces différentiels, ce sont vraiment les propriétés élémentaires du logarithme, de la dérivée du logarithme. Hein. Si z est égal à exponentiellement bêta f, logarithme de z, c'est logarithme de exponentiellement bêta f, c'est moins bêta f, d'accord. Donc f va s'exprimer sous la forme moins 1 sur bêta logarithme de z. Si on dérive f par rapport à z, on va avoir du z', du 1 sur z qui apparaît, ok. Et la différentielle de f, si on écrit la différentielle de f sous la forme moins p dv, alors nécessairement moins p sera égal à la dérivée partielle de grand F par rapport au volume, ok. Bon, voilà. Ceci pour expliquer les calculs qui suivent, voilà, tout simplement. Donc 1 sur bêta, la dérivée partielle par rapport au volume du logarithme de la fonction de partition, va s'exprimer donc sous la forme, donc on va calculer, sachant que z est sous cette forme. On va garder seulement les termes qui sont proportionnels au volume, puisqu'on va dériver ensuite par rapport au volume. Par exemple, 1 sur n factoriel, ça va être une constante, le logarithme d'une constante, quand on la dérive c'est 0, donc c'est pour ça qu'ils n'interviennent pas ici. Donc ça va être égal à 1 sur bêta, la dérivée partielle par rapport au volume du logarithme de v moins v exclusion en puissance n, plus le logarithme de exponentielle bêta à n carré sur v, d'après notre modélisation. Donc on dérive donc le logarithme, on obtient une dérivée de fonction composée, 1 sur bêta n fois 1 sur volume moins v exclusion, moins bêta à n carré, 1 sur v carré. Ok, faites le calcul tranquillement, c'est ce qui en sort. Il faut juste savoir dériver un logarithme. Donc on va réécrire ceci sous la forme nkbt sur v moins v exclusion moins a n carré sur v carré. Autrement dit, on peut le mettre sous la forme p plus a n carré v carré égale nkbt sur v moins v exclusion. On obtient la formule des gaz de Van der Waals. Très souvent dans les exercices, on vous demande de la redémontrer. Ou très souvent aussi également, on vous la donne et vous travaillez avec. Donc c'est une relation qui lie effectivement la pression, les grandeurs thermodynamiques macro de notre système, hein. Autrement dit pression, nombre de particules, volume de notre système, constante de constante pardon, et température. Okay, autrement dit, on a une fonction de P, V, N et T qui relie en fait ces quatre grandeurs thermodynamiques à travers le gaz de Van der Waals qui est issu d'une modélisation microscopique des particules.
Alors, on retrouve le cas des gaz parfaits. Donc P grand V sur N est égal à KBT, c'est dans le cas d'un gaz parfait, hein. Donc la pression, on va modifier la pression effectivement sous la forme P plus A N carré V2 pour un gaz non parfait dans la modélisation de Van der Waals. Si on a grand N particules, combien de paires atomes? Ben, on a N particules, on a le choix de N particules pour la première, qui interdisent, il en reste N-1, donc N fois N-1. Comme les particules sont indiscernables, si 1 interagit avec 2, 2 interagit avec 1, donc il faut diviser par 2 la somme totale pour avoir le nombre total d'interactions en fait. Donc l'intégration attractive des particules va augmenter la pression de notre système. Les particules à l'équilibre doivent compenser la force extérieure. Voilà, donc l'autre changement envisageable, ben c'est celui-ci. C'est celui où V sur N va tendre vers V sur N moins B. On va avoir ce qu'on appelle donc une modélisation avec un mur de potentiel infranchissable. En fait, c'est dû au nuage électronique des électrons entre le proton et l'électron. Et on va avoir ensuite un potentiel d'attraction qui va être modélisé par une forme en cloche un petit peu avec un potentiel attractif qui fait quand les particules se trouvent à ce niveau-là, le potentiel, comme la force, on modélise des forces conservatives donc qui dérivent d'un potentiel, F égale moins le gradient du potentiel et donc on va avoir tendance à se rapprocher. Ok. Ça, c'est une courbe qui est modélisée, c'est potentiel de Laurent, je crois, en 1 sur R puissance 6. Il y a du 1 sur R puissance 6, voilà. Alors, j'ai montré en bleu une modélisation, effectivement, si des atomes, si on prend par exemple l'atome d'hélium, qui est une des configurations les plus simples qui existent, qui est composée donc d'un proton et d'un nuage électronique. Les nuages électroniques, en fait, les électrons ne peuvent pas être ensemble dans le nuage. Donc, en fait, cette barrière infranchissable est due aux électrons qui interagissent entre eux et qui empêchent en fait la collision entre les protons, hein, voilà. D'où cette modélisation. Alors, on peut avoir donc une modélisation simple du potentiel également sous cette forme. Donc, on peut avoir une queue de potentiel en 1 sur R6 et une potentielle barrière limite. Ok. Donc, C de Z0 puissance 6 sur R puissance 6, c'est la dimension d'une énergie. Donc, on peut modéliser le volume d'exclusion comme ceci, comme étant égal, donc ce volume-là, 4 tiers de pi R0 carré, R0 cube, hein, R0 étant cette distance-là, que je modélisais avec ma souris, en fait, voilà, R0, la distance, c'est le rayon quelque part de notre particule. Et on a la relation n fois le volume d'exclusion qui est égal à n carré B, autrement dit, 1 demi de n fois n-1 qui correspond au nombre de paires multiplié par le volume d'exclusion, ben c'est ce volume-là, donc c'est 4 tiers de pi R0 cube. D'accord, donc on développe, c'est à peu près, bon, au premier ordre, n facteur de n-1 pour n très grand, bien évidemment, c'est de l'ordre de n carré, donc c'est à peu près de l'ordre de n demi de n carré, 4 tiers de pi r0 carré. On en déduit donc la valeur que doit prendre B dans notre modèle. B doit être égal à 2 tiers de pi r0 cube, dans ce modèle de potentiel, ok. À ce moment-là, on peut calculer n fois U bar, où U bar, donc, je le répète, et je remonte notre valeur d'attraction entre les molécules, ok, notre potentiel négatif ici, après notre modélisation. Ok. Donc c'est égal à 1 demi de n fois n-1 fois v bar, à peu près, donc n-1 c'est du n carré. Et le volume moyen, on va l'intégrer sur l'espace des phases en coordonnées d'espace, d3q, volume de q. On obtient que c'est égal à 1 demi de n carré sur v fois 4 pi, l'intégrale de R0 à l'infini, puisqu'on intègre à partir de R0, hein, d'accord. Ici c'est R0. En dessous, on n'intègre pas. Q carré dq fois C, R0 puissance 6 sur Q puissance 6. En calculant cette intégrale, on obtient que c'est 2 tiers de n carré C, R0 puissance 6 fois 1 tiers, multiplié par 1 sur R0 puissance 3. On a la simplification R0. Autrement dit, c'est égal à 2 pi n carré sur 3v fois C, R0 puissance 3. On en déduit donc la valeur que doit prendre A dans l'interaction de Van der Waals pour pouvoir satisfaire, coller à notre modèle. A doit être égal à 2 tiers de pi, c'est R0 cube. Donc dans une molécule microscopique, les volumes d'exclusion sont en fonction de la taille des atomes ou de l'interaction coulombienne entre les électrons. Donc ce volume d'exclusion devient dominant. Alors effectivement, un exercice pourrait être de changer la forme du potentiel moyen. Ici, on a pris donc V de R est infini pour R inférieur à R0 et V de R de la forme C, R0 puissance 6 sur R puissance 6 pour R supérieur à R0. D'accord, c'est cette modélisation-là. Voilà.
Voilà pour cette vidéo sur le gaz réel dans l'ensemble canonique en physique statistique.